c'est nous qui a marché, histoire nous efface nous enfants nous. Martinique, levez debout pour trouver Chimère. Pour yush nous dames qui a levé, Martinique montre nous Chimère. Martinique, levez debout pour trouver Chimère. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour trouver Chimère. C'est tout vent nous caler, Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour trouver Chimère. C'est tout vent nous caler, vent d'envoyer rouler nous ca rouler. Martinique, levez debout pour trouver Chimère. Humanité et justice nous les nous tout bout, jadi nous péquer la Martinique, levez debout pour trouver Chimère. C'est pas la pitié nous commander, c'est du vrai respect nous Fréquence plurielle 106.3. Mission Tambour, Maman levé le vendredi 15h, 16h ou 16h30 sur le 106.3. Les vacances c'est là. Comme vous, nous allons charger les batteries qui ont bien besoin. Nous vous souhaitons de bonnes vacances en famille. Rendez-vous dernière semaine de septembre. Je vous souhaite une bonne lecture. Nicole, Théo et Mathias, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les vacances. On enchaîne avec le sommaire. Alors le sommaire, c'est Gina Baccarat Lordino, option créole. Pascaline Jean-Joseph, nouvelle bâtonnière du barreau, en Martinique. Victor Treff, c'est éteint, j'en ai déjà parlé, mais j'en a fait tellement de choses pour le pays. On peut encore parler encore. Pour la Guadeloupe, Pierre-Yves Chicot, la puissance publique a capitulé, tiré de du quotidien Fonsantine. Charlène Ravera, connecté, oui, mais pas trop, tiré de l'étincelle. Emmanuel Boussillon, hommage à Paul Lacavé, tiré de l'étincelle. Joss, agriculture, peut-on changer de modèle? Toujours tiré de l'étincelle. Paul Kelly-Sedbonne, Antigiedou, pour Angénel Gonfion. Plaisir de lire, lire et faire lire. Dulcie Septembre, une vie pour la liberté. Marie-Claude Céleste, questionnaire du journaliste, itinéraire d'une journaliste aux éditions Jazor. Et pour Dulcie Septembre, c'est chez aux éditions Non-Lieu. Lilian Thuram, La pensée blanche, Mémoire d'un courrier, édition. Malcolm Ferdinand, S'aimer, La terre, aux éditions du Seuil. Pardon. Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage, aux éditions Idem. Yves Intel Pastel, L'homme qui attend la brebis, aux éditions L'Harmattan. François Mitterrand, le dernier empereur de la colonisation à la Franc-Afrique, aux éditions Philippe Ré. Raphaël Confiant, pour terminer, Le bal de la rue Blomet, aux éditions Folio. Voilà pour la revue de presse cette semaine. Musique Théo. Gina Baccarat Lordino, première professeure agrégée de langue de France,
option créole. Il y a de réelles perspectives pour quelqu'un qui veut faire des études de créole. Gina Bokara Lordino est la première agrégée de créole de l'île. Enseigner le créole, c'est faire vivre la culture, c'est aussi partager, évoluer, mais surtout transmettre au fil de ses entretiens. Elle retrace son parcours, son engagement pour la discipline et ses espoirs pour la Martinique. Léna Gardon l'a rencontré. Il suffit parfois d'un canal négligé ou d'un quartier aux couleurs vivaces pour réveiller la mémoire et la nostalgie. C'est au détour d'échanges informels, empreints de douceur, que démarre notre discussion avec Gina Bokara Lordino, écrit Léna Gardon. Première agrégée de créole de l'île, évoquant tour à tour ses souvenirs d'enfance à Fort-de-France. Les voix qui s'éteignent avec des devantures dorénavant fermées de la ville. La vie qui s'organisait autrefois autour du canal de Vassor. Puis la beauté du quartier Trenel. L'œuvre de M. Césaire. Elle laisse divaguer son esprit au gré de ses souvenirs. Pour Gina, cette mémoire est une matière vivante. Voir le ressenti. On enchaîne. Pascaline Jean-Joseph, nouvelle bâtonnière du barreau de Martinique. L'avocate Pascaline Jean-Joseph, 50 ans, a été élue samedi matin bâtonnière du barreau de Martinique pour la mandature 2026-2027. Elle était la seule candidate. Elle a été élue par 123 voix sur les 137 suffrages exprimés. Elle succède à Maître Muriel Renard, le Grand, né dans la capitale française, d'un père martiniquais et d'une mère guadeloupéenne. Pascaline Joseph, amatrice de sport, a prêté serment en 2000 à avocate généraliste. Elle traite principalement les litiges relatifs au préjudice corporel, au droit pénal, au droit civil, au droit du travail, au droit des sociétés. Eh bien, toute l'équipe la souhaite bon vent et on demande qu'une chose, la justice, pas plus. Bon vent à elle. Alors on enchaîne avec Michel Branchy, de l'hebdomadaire Justice. Michel Branchy écrit vie chère pour un nouveau modèle économique et social martiniquais porté par le pouvoir martiniquais réel. Les assises populaires contre la vie chère ont réussi les 12, 13 et 14 juin. Députés, PRAC, élus, associatifs, experts, économistes, juristes, etc. Le premier mérite de cette rencontre, c'est la pluralité des approches sur la question éminente et complexe de la vie chère. D'abord, il a été rappelé que le combat contre la vie chère ne date pas seulement de septembre 2024. La dépendance à l'égard de l'importation a été édictée par le pacte de l'exclusif colonial de Colbert au XVIIe siècle. Et déjà, la grande grève des fonctionnaires dans les années 50 avait soulevé cette question douloureuse en mettant en évidence que la départementalisation avait perpétué cette dépendance économique et il en a été de même avec l'entrée dans l'Europe en 1956. Au pacte colonial se sont substitués le pacte départemental et le pacte européen. Les territoires colonies doivent se fournir auprès de leur métropole et des pays de l'Union européenne pour l'essentiel de leur subsistance et de leur consommation. Les produits doivent être transportés par les compagnies de leur métropole.
on enchaîne. Hommage. Un maître emblématique du Bel Air martiniquais, Victor Trèfle, s'est éteint. Écrit l'hebdomadaire Justice. La maison du Bel Air a annoncé le 19 juin sur sa page Facebook le décès de Victor Trèfle, une figure emblématique du Bel Air. L'ancien militant culturel, chanteur et lutteur de damier, s'est éteint à l'âge de 83 ans. Durant plus de 50 ans, il a fédéré le Bel Air et transmis son savoir, né le 16 septembre 1941 à Fort-de-France, au quartier Boconal. Il était adolescent quand il a commencé à s'intéresser au damier. Après son service militaire, il a rejoint la Fédération des Évolailles à Fort-de-France, où il fut animateur, chanteur traditionnel. Il s'est produit au cours de sa carrière aux côtés de maîtres du Bel Air comme Thiémile, mais aussi de groupes et de personnes. Oui, alors on reprend le fil de l'actualité, alors on enchaîne avec la Guadeloupe. Alors c'est Pierre-Yves Chicot, dans le Fonds scientifique, qui écrit « La puissance publique a capitulé devant le marché ». Lors de son intervention vendredi après-midi, Pierre-Yves Chicot, professeur des universités et avocat au barreau de Guadeloupe, a lancé la puissance publique à capituler devant le marché. Une assertion qui mérite quelques explications. Quand on analyse l'article 1er de la Constitution, il est dit que la France est une république laïque, démocratique et sociale. Cela peut nous conduire à nous interroger sur l'identité politico-juridique du système économique français. Pierre-Yves Chicot poursuit. En 1981, sous Mitterrand, la France avait une économie mixte avec un acteur public qui était extrêmement puissant. L'État détenait des banques, des compagnies d'assurance, des entreprises telles que Air France et de France Télécom. À partir de 1986, il y a eu le tournant libéral, notamment avec Édouard Balladur, ministre de l'économie de le gouvernement Chirac. De mars 1986, mai 1988, la France a converti son économie en une économie de marché. Dès lors, les puissances privées ont pris au fur et à mesure de la force et ont commencé à supplanter la puissance publique qu'est l'État. Et aujourd'hui,
on se retrouve dans une situation de pantouflage où le pouvoir politique est inféodé au pouvoir économique. D'ailleurs, on peut considérer à certains égards que l'État, qui doit être le régulateur, peut parfois se mettre à la disposition des intérêts privés et pas à la disposition de l'intérêt général. Cette situation est-elle plus criante aux Antilles, Guyane? Absolument, répond le professeur de l'université. Toujours à la Guadeloupe. Connecté, oui, mais pas trop, écrit Charlène Ravera dans l'Étincelle. Comment éduquer nos enfants à l'ère de l'IA et des réseaux sociaux? Telle est la question que se sont posées les parents d'élèves de l'appel Guadeloupe début avril lors d'un colloque dédié à la famille connectée et aux transformations numériques. Il fut question d'évoquer des outils utiles aux familles guadeloupéennes pour mieux appréhender ces nouveaux phénomènes. L'appel Guadeloupe, association des parents d'élèves dans l'enseignement libre, a répondu à une demande croissante des parents de revenir sur un sujet prépondérant dans la société contemporaine. Les écrans, depuis la crise sanitaire, les parents se sont dépassés par ceux-ci et ne savent pas comment gérer et réguler l'utilisation des smartphones et tablettes à la maison. Une étude démontre que certains enfants y passent entre 4 et 5 heures par jour. Avouons-le, nous sommes tous un peu déboussolés par ces progrès technologiques et la façon dont nous devons agir face à eux, confie Sylvie Rosier, président de l'appel Guadeloupe. Ce temps d'échange était donc devenu essentiel pour trouver des pistes, des réflexions et d'actions à adapter à notre contexte local, ajoute-t-elle, tous dans le même bateau. Toujours à la Guadeloupe, hommage à Paul Lacavé, écrit Emmanuel Boussillon dans l'Étincelle. Hommage à Paul Lacavé par des dignes capétiens. Tirez sur moi, ne tirez pas sur mon peuple. Paul Lacavé, le 13 décembre 1913, 3 décembre 1966. Le 17 mai 2025, des dignes fils de Capesterre Bello, rejoints par des compatriotes d'autres communes, comme ils le font depuis plusieurs années, s'étaient donné rendez-vous à 9h pour commémorer le 75e anniversaire de la révolte ouvrière de Brest à Capesterre, à l'appel de la section communiste de Capesterre-Bello. La famille et les alliés de plusieurs générations de Paul Lacavé, maire à l'époque, les forces vives des associations, les organisations politiques et sociales ont tenu à marquer leur présence. La municipalité invitée n'était pas représentée. S'agissait-il d'une quelconque posture électoraliste au regard des prochaines élections municipales? Cela n'a point impacté la fierté, la solidarité des participants de se retrouver pour vivre ou revivre l'histoire de l'appellation Capesterre-la-Vaillante et le parcours du militant dirigeant communiste Paul Lacavé, indissociable de l'histoire de la Guadeloupe, comme celle d'ailleurs de son parti, le Parti communiste guadeloupéen. Une cérémonie orchestrée par Camille Edouard, membre de la section communiste de Capesterre, qui a salué et remercié tous les participants, et notamment les intervenants au nom de l'organisation ou en leur nom propre, M. Edouard Teddy, ensemble pour réussir Capesterre-Bello, Mme Moutama Yvette, alternative pour le renouveau de Capesterre-Bello, Mir Kilda Marcussine, Cap N Action,
M. Ansami Willy, section socialiste de Cap-Haïtien Bello, M. Jousson Henri, nouveau dynamisme Cap-Haïtien. Toujours à la Guadeloupe, j'ose écrit dans l'étincelle. Agriculture, peut-on changer de modèle? Pilier de l'économie, le monde agricole assure la souveraineté alimentaire et dynamise les territoires. Cependant, le secteur fait face à de multiples défis. Souveraineté alimentaire, renouvellement des générations, transition en agriculture, installation et construction des exploitations, simplification des activités agricoles, préservation des terres agricoles, conflit d'usage de ressources en eau usagée, raisonnée de la ressource, des défis de politique agricole. La priorité est de se concentrer sur le renouvellement des générations. Il convient donc d'accompagner les jeunes qui souhaitent s'installer et faciliter la transmission des exploitations agricoles. Ces enjeux sont essentiels pour garantir la souveraineté alimentaire et énergique. Il conviendrait également d'accompagner les agriculteurs dans l'innovation, la modernisation de l'exploitation et de l'évolution de leurs pratiques. Mama ela minula, mama ela minula, nous fini rivé, nous fini rivé, nous partons là nous rivé. Mama ela nula, mama ela minula, so pe vini wenu, vini wenu, mama ela la. Nous venons pour parler, comme c'est pour nous. Maman est là, minou là. Maman est là, là. Ça nous rappelle là. Nous assis nous bien là. Maman est là, là. Maman est là, minou là. Maman est là, là. Dis-moi si autres là. Moi les sommes si autres là. Maman est là, minou là. Ça fait venir ou nous. Ça fait venir ou nous. Parler puis nous. Maman est là, là. Seulement écrit dans l'étincelle, anti-Gédou pour un Genel gonflé. Le 28 avril, les abords de la discothèque, l'instant situé à Mont-de-Vergin, aux Abîmes, ressemblait à l'entrée d'une cérémonie des Oscars. Pourtant, il ne s'agissait que d'un hommage symbolique rendu à l'un des enfants de la Guadeloupe. Après Ernest Pépin, Freddy Marshall, Anzala, Chiomine Richard, Lena Blue, Banzo, Simone Sosbar, Yves Toll, Jacqueline Cachemire, Toll, Winnie Kaona, a eu le tour dans Genel gonflé. Cet homme et ces femmes sont les gardiens du patrimoine guadeloupéen, dont l'engagement et les actions cette transmission ont été saluées par l'Assemblée départementale. Michel Mado, président de la Commission développement culturel et gestion du patrimoine, avait la responsabilité de présider cette manifestation, le président Losbar étant empêché. Le choix dans le Genel confié à ce nouveau Tidouédou était consécutif à ses caractéristiques. Dans son intervention,
Le président Mado a égrené quelques qualités, comme l'élégance, le fait de manière avec dextérité, les formes, les plis, d'avoir un certain sens du beau et de l'esthétique. Cette touche de l'artisan souligne-t-il une certaine identité guadeloupéenne. Il se voit, dit-il, chez toutes les personnes qui ont été habillées par ses soins, un beau, unique et précieux. À noter qu'en Jeannette Gonfier n'a pas habillé que des adultes. L'artiste a été remercié par le département pour son engagement, pour le travail qu'il réalise et pour la lumière qu'il envoie sur la Guadeloupe, pour les hommes et les femmes qu'il met en avant par leur beauté, ainsi que la beauté de ses créations. Michel Mado espère qu'un jour, on trouvera en Guadeloupe des petits Angèle Gonfier, comme c'est déjà le cas pour les petits Ernest Pépin, les petits Chasbar, les petits Firmin Richard, etc. À lui de conclure son discours par ces mots, que le phare Angèle Gonfier reste à jamais allumé. Après la projection d'un petit documentaire consacré à l'artiste, la soirée d'hommage s'est poursuivie par plusieurs témoignages pendant que la manifestation battait son plein d'artistes, peintres, rock, pop, et spécialistes du graffiti et de l'art numérique, réalisaient en direct le portrait d'Angèle Gonfier. Parmi les témoignages, il y avait celui de notre grand couturier, Dominique Uassami. Il considère que son confrère est un homme de défi. Il a cité quelques anecdotes. Dominique Corinne, pour sa part, reconnaît que c'est un homme atypique qui fait preuve d'une grande sensibilité, disponible pour les autres, qui est à l'écoute et que la simplicité le représente amplement. Avant de conclure, elle pose une question capitale. Comment faire vivre, faire durer ce talent de la transmission? Où est Théo? Authentiquement, yeah, authentiquement carrété. Authentiquement, yeah, authentiquement caille parler. Authentiquement, yeah, authentiquement caille danser. Authentiquement, yeah, authentiquement carrété. Martinique pour elle, c'est authentique. Mais à écouter les autres, tout fait comprendre que c'est moi qui me critique. Pas garder les autres, payer les sous à porte, mais ouvrir la porte et moi-même qui garde. C'est ça, authentiquement, yeah, authentiquement carrété. Authentiquement, yeah, authentiquement caille parler. Authentiquement, yeah, authentiquement caille danser. Une justice aveugle. Dulcie Septembre, de justice aveugle. Les proches et amis de la militante de l'ANC, abattue à Paris en mars 1988, ont été déboutés en appel le 10 juin de leur poursuite contre l'État français. Le parcours d'un combat de la famille de Dulcie Septembre va se poursuivre avec un obstacle depuis sur sa route. Le 10 juin, les 5 neveux et nièces, ainsi que le beau-frère de la militante de l'ANC, assassiné de 5 balles dans la tête le 29 mars 1988, devant son bureau parisien, ont été déboutés de l'essentiel de leur demande par la Cour d'appel de Paris. Il s'agit d'une immense déception pour les proches de Dulcie Septembre, 37 ans après son assassinat au cœur de Paris par les tueurs de l'apartheid, a réagi Maître Yves Louin, l'avocat qui mène cette bataille. C'est en 2019 que les membres de la famille, aidés par des militants, Jacqueline Déance,
ami de traduction et biographe de Dulcie September, où l'ex-maire d'accueil, Daniel Boyer, avait porté plainte pour ouvrir l'enquête sur ce crime d'apartheid, un crime contre l'humanité, par définition imprescriptible, une procédure qui, après des décisions défavorables, s'était transformée en une assignation pour faire reconnaître devant la justice vitale les fautes lourdes de l'État dans ce dossier. Parmi ces fautes, l'enquête bâclée qui avait suivi l'assassinat de la militante ponctuée de non-lieu précipité en juillet 1992, ou plus récemment l'incroyable destruction du dossier judiciaire de tous les scellés qui étaient liés dans la plus grande discrétion. La Cour d'appel n'a pas statué sur les demandes relatives à la destruction de la totalité de la procédure criminelle cause en 1992 et sur celle qui incluait les restes humains de Dulcie September, estimant qu'elle n'aurait pas les pouvoirs. Le crime d'apartheid n'est pas l'avantage jugé par cet arrêt. Le droit international marque un recul, se désole, mais trop loin. Voilà, ma chère Nicole, une dernière concernant le Brésil. Après tant de misère, la bonne nouvelle, Dilma Rousseff est reconnue comme victime de la dictature. Lancée durant le mandat de Dilma Rousseff à la tête du Brésil en 2011-2016, la commission de la vérité qui enquête sur la répression commise durant la dictature 64-85 avait déjà établi que le régime des généraux avait assassiné ou fait disparaître 434 personnes, toutes en désignant 377 coupables, tous couverts parmi l'armistice. Plus de 2 décennies après d'avoir sollicité la reconnaissance des services subis alors qu'elle n'avait que 22 ans, l'ex-présidente vient d'être reconnue comme une victime par cette commission qui lui a demandé pardon au nom de l'État. Il lui a accordé une indemnisation pour les atrocités commises par l'État dictatorial contre elle, sa famille, ses camarades de lutte et en définitive contre l'ensemble de la société brésilienne. Aujourd'hui, âgée de 77 ans et à la tête de la Banque de développement des BRICS, Dilma Rousseff avait appartenu à des organisations clandestines armées avant d'être arrêtée en 70 et torturée, condamnée par un tribunal militaire. Elle avait été détenue pendant 3 ans. Bravo à la justice. Eh bien voilà, ma chère Nicole, je vais te laisser la parole pour suivre ta chronique. Merci Georges et bel bonjour Georges, bel bonjour Théo, Mathias et auditeurs et auditrices. Alors le mois de juin s'est passé en musique. Nous avons reçu Magali Breton, chanteuse, comédienne, poétesse, et puis Ferdi Ajax, que nous saluons. Elle est partie là il y a 2 jours donc en Guadeloupe, notre chroniqueuse sur l'actualité d'Haïti et qui nous a fait un spécial Haïti en musique. Et la semaine dernière, eh bien, nous avons eu l'honneur de recevoir l'association d'orgue de Barbarie avec le président monsieur Arnaud Moyencourt et Laurent Cacot, tourneur d'orgue, qui nous ont offert donc une belle et riche émission sur l'orgue de Barbarie, qui nous avons appris donc et nous avons découvert une énorme influence qui s'est implantée dans les Caraïbes. Alors, le mois de juin se termine et j'ai voulu aujourd'hui vous présenter et vous lire
un petit texte de Télérama sur Naïsam Jalal, que nous avons reçu donc également, et qui est une grande flûtiste syrienne et qui a sorti donc son dernier, donc, enfin son nouvel album, Souffle, fin mai. Alors en quelques mots, donc, c'est issu du Télérama du 28-05. En une quinzaine d'années, Naïsam Jalal a sorti 9 albums, a obtenu plusieurs récompenses. L'Académie, coup de cœur de l'Académie Charles Cros, victoire de jazz, bon, etc. Mais cet artiste donc a une démarche très intellectuelle par rapport donc à la musique. Elle est engagée dans une réflexion constante sur l'art, sa nécessité et ses possibilités, un parcours admirable. Et dans ce nouvel album, eh bien, elle s'en tient au souffle, relié à l'âme plutôt qu'au corps, selon les traditions soufis et hindouistes auxquelles elle s'intéresse. Un souffle qu'elle a voulu double, partage. Et les 8 titres de ce 10e album apparaissent comme autant de duos avec des saxophonistes, Archie Shepp, grand saxophoniste, grand jazzman, Sylvain Riflet, Thomas de Pourquerie, etc. Des clarinettistes, Louis Sclavis, Yom, et un tromboniste, Robinson Coury. Alors, je vous propose donc d'écouter un extrait du Souffle 7 où Naïsam Jalal est en duo avec le clarinettiste Louis Sclavis. Eh bien, bravo à Naïsam Jalal pour cette constante source de réflexion. Et puis, je vous propose alors deux expositions. Et vraiment, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je crois que c'est une des plus grandes expositions, enfin, selon moi, de 2025. Elle a commencé en janvier, elle se termine dimanche au centre Georges Pompidou. Exposition Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale, 1950-2000.
En gros, Paris Noir, je cite, c'est une exposition qui présente des artistes originaires d'Afrique, des Amériques et des Caraïbes qui ont vécu à Paris entre 1950 et 2000. Ces artistes réfléchissent aux injustices vécues par les Noirs dans les pays occidentaux et à la domination des pays du Nord sur les pays du Sud. Ils viennent à Paris pour étudier l'art, découvrir des musées et rencontrer d'autres artistes. À mesure que les pays africains se libèrent de la domination coloniale pour devenir indépendants, Paris continue d'être un lien où se mélangent les cultures et les influences. Donc vous verrez, si vous y allez, donc vous avez encore aujourd'hui, demain et après-demain, des textes d'Épestre et en même temps donc des extraits de films. D'autres Aimé Césaire, d'autres écrivains donc caribéens. Et franchement, c'est une très belle exposition avec des portraits donc magnifiques. Elle est longue, elle est grande, mais elle vaut le déplacement. Et une autre exposition, enquête sur une soustraction coloniale. Près d'un siècle après, la mission Dakar-Djibouti, le musée du quai Branly expose 300 œuvres rapportées de cette expédition ethnographique et interroge sur les conditions de leur collecte. Donc là, c'est au musée donc, du quai Branly. Alors, eh bien, je ne sais pas jusqu'à... je pense qu'elle se termine... vous pouvez encore la voir. C'est pas comme le Centre Pompidou, puisque le Centre Pompidou ferme ses portes fin septembre. Et cette exposition, donc, se termine, donc je vous dis, donc dimanche. Alors, comme Georges donc l'a annoncé, c'est bientôt les vacances, c'est l'été. Alors, quelques livres pour vos vacances. Je vous conseille Cœur piment rouge de Denis Gérard Ramaton, qui également a fait un petit tour donc à la radio. Estelle aux éditions Orphy. Estelle Sarabulle, Basse-Terre, ça se passe en juillet 76 en Guadeloupe, chez Liana Lévy. Marie-Josée Pérec, qui vient de sortir son livre qui raconte son épopée sportive, dans son autobiographie Ma vie olympique chez Solar. Et puis 2 livres de fond. Georges parlait de Malcolm X. Là, je recite, parce que j'ai déjà cité, l'autobiographie de Malcolm X, mais qui vient d'être rééditée et enrichie. Georges a aussi cité Lilian Thuram, et je propose donc un livre de fond, Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama, donc chez Point. Et puis des contes d'outre-mer par Jennifer Richard, qui est originaire de Normandie et de Guadeloupe. Et puis la poésie comme chemin de résistance au matérialisme à tout craint, comme chemin de libération des corps et des esprits. C'est le principe de Corps libre, un recueil qui rassemble une trentaine d'auteurs de Martinique, Haïti et France dans plus de 40 textes illustrés. Corps libre, ouvrage collectif aux éditions Atlantique déchaînées. Le collectif pour les littératures en langue régionale a présenté un recueil intitulé Florilangue avec 32 textes en langue originale, dont du créole martiniquais et du tahitien traduit en français. Une initiative soutenue par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amine Malouf. On y trouve Bitacoa en créole martiniquais de Raphaël Confiant. Aux éditions d'Enel, un livre qui vient de sortir très intéressant, Il était une fois au Morne Baldara de Roset
Mongin et Charles-Henri Fargue. Un article que j'ai pris donc sur le portail des Outre-mer de Cécile Marr. Ce livre est une machine à remonter le temps. Il nous emmène dans le passé lointain de la Martinique, sur les pas de Roset Mongin, né en 1944. Le récit de sa vie, mis en forme par Charles-Henri Fargue, sert de prétexte à raconter les conditions presque oubliées de l'époque. Il a connu la vie sans électricité, sans eau courante, sans médecin. Donc voilà, un petit florilège donc de livres. Et maintenant, nous allons un intermède musical avec Bien vieillir. Bien vieillir est un texte qui tient à cœur donc à Georges, qui est un texte de Bernard Pivot que nous avons lu, Georges Houtet, Aimé Nouma et moi-même. Donc nous l'écoutons. Bonjour vieillesse, un très beau texte de Bernard Pivot. Et j'oubliais de préciser Christophe Touchard au violon alto. Vieillir, c'est désolant, c'est insupportable, c'est douloureux, c'est horrible, c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré chiant parce que c'est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste. Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé et l'on sait encore moins quand ça finira. Non, ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès notre naissance. On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On était bien dans sa peau. On se sentait conquérant, invulnérable. La vie devant soi, même à 50 ans, c'était encore très bien. Même à 60. Si, je vous assure. Si, je vous assure, j'étais encore plein de muscles, de projets, de désirs, de flammes. Je le suis toujours. Mais voilà, entre-temps, j'ai vu le regard des jeunes, des hommes et des femmes, dans la force de l'âge, qui ne me considéraient plus comme l'un des leurs, même apparentés, même à la marge. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'auraient plus jamais d'indulgence à mon égard, qu'ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m'en rendre compte, j'étais entré dans l'apartheid de l'âge. Le plus terrible est venu des dédicaces des écrivains, surtout des débutants. Avec respect, en hommage respectueux, avec mes sentiments très respectueux, les salauds. Ils croyaient probablement me faire plaisir en décapuchonnant leur stylo plein de respect. Les cons. Et du « cher monsieur Pivot », long et solennel comme une citation à l'ordre des arts et des lettres qui vous fiche 10 ans de plus. Un jour, dans le métro, c'était la première fois. Une jeune fille s'est levée pour me donner sa place. J'ai failli la gifler. Puis, la priant de se rasseoir, je lui ai demandé si je faisais vraiment vieux, si je lui étais apparu fatigué. Non, pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. J'ai pensé que... Moi aussitôt, vous pensiez que? Je pensais... Je ne sais pas. Je ne sais plus que ça vous ferait plaisir de vous asseoir. Parce que les cheveux blancs? Non, c'est pas ça. Je vous ai vu debout et comme vous êtes plus âgé que moi, ça a été un réflexe. Je me suis levée. Je parais beaucoup plus âgé que vous? Non. Non. Oui. Enfin, un peu, mais ce n'est pas une question d'âge.
Une question de quoi, alors? Je ne sais pas. Une question de politesse. Enfin, je crois. J'ai arrêté de la taquiner. Je l'ai remerciée de son geste généreux et l'ai accompagnée à la station où elle descendait pour lui offrir un verre. Lutter contre le vieillissement, c'est, dans la mesure du possible, ne renoncer à rien. Ni au travail, ni au voyage, ni au spectacle, ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni au rêve. Rêver, c'est se souvenir tant qu'à faire des heures exquises. C'est penser aux jolis rendez-vous qui nous attendent. C'est l'esprit, c'est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l'utopie. La musique est un puissant excitant du rêve. La musique est une drogue douce. J'aimerais mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant soit l'adagio du concerto numéro 23 en la majeure de Mozart, soit du même l'andante de son concerto numéro 21 en ut majeur. Musique au bout desquelles se révéleront à mes yeux pas même étonnés les paysages sublimes de l'au-delà. Mais Mozart et moi, nous ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre temps. Avec l'âge, le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. Nous ignorons à combien se monte encore notre capital. En années? En mois? En jours? Non. Il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital, mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir sans modération. Après nous, le déluge? Non, Mozart. Voilà, ceci est bien écrit, mais cela est le lot de tous. Nous vieillissons, bien ou mal, mais le poids des ans donne de son joug au quotidien. Bernard Pivot. Très beau texte donc de Bernard Pivot. Alors, quelques dates maintenant. Eh bien, il y a un opéra, Carmen, par les Voix des Outre-mer, donc de Georges Bizet, en français et narration en créole. Lundi prochain, lundi 30 juin, à 20h, à l'Opéra Bastille. Pour la production de Carmen, l'opéra est adapté dans une version de concert à 9 chanteurs d'une durée de 2h30. Donc, Carmen par nos amis, les Voix des Outre-mer. Et je voulais également vous signaler que le Guadeloupéen Joseph de Cange a remporté la finale Île-de-France des Voix d'Outre-mer à la Cité internationale des arts de Paris, lundi 23 juin, et il défiera les participants régionaux en janvier à l'Opéra Bastille le 29 janvier 2026. Ce sera la grande finale de ce concours des Voix des Outre-mer. Et deux autres dates, aujourd'hui et demain, les 27 et 28 juin, au Théâtre 13 à Paris, la pièce de théâtre Chlordécone, Trop beau pour y voir, de Béatrice Bienville, qui est parue donc aux éditions théâtrales. Et là, la création sur scène et les premières représentations donc ont lieu aujourd'hui et demain. Donc c'est une autrice guadeloupéenne, jeune femme talentueuse et engagée, que vous pouvez écouter. Il y a un podcast dans L'oreille est hardie.
Et là, je vous dis juste un extrait donc du texte de l'article de Patrice Elie-Di-Cosac. Donc, c'est sur le portail des Outre-mer. Donc, ce texte dramatique donc au Théâtre 13, Chlordécone, trop beau pour y voir, qui dénonce forcément le scandale du chlordécone qui continue d'empoisonner les Antilles. L'objectif étant pour l'autrice, le temps d'un spectacle, de dire à ses compatriotes antillais combien ce scandale ne doit pas passer inaperçu et combien il est important pour les autres spectateurs, à commencer par ceux de l'Hexagone, d'ouvrir les yeux, quitte à les écarquiller sur cette triste et douloureuse affaire. Et elle souhaite et espère emmener cette pièce le plus loin possible, avec des passages forcément obligés par les scènes de sa terre natale, la Guadeloupe, mais aussi celles de la Martinique. Donc, si vous avez la possibilité, donc aujourd'hui et demain au Théâtre 13 à Paris, et lundi prochain, lundi 30 juin, Carmen, à l'Opéra Bastille, Voix des Outre-mer. Et je terminerai avec du street art. Paulette Nardal rayonne à Malakoff. Il aura fallu quasi un mois de travail et une nacelle de 40 mètres pour que l'artiste muraliste JBC, je n'ai pas son nom défini, vienne à bout de cette peinture de 27 mètres de haut. Fresque géante rendant hommage à Paulette Nardal, donc femme remarquable, autrice et journaliste martiniquaise, première femme noire à avoir fréquenté la Sorbonne, militante et inventrice du courant littéraire de la négritude. La réalisation de cette œuvre s'inscrit au sein d'une démarche politique de féminisation de l'espace public entamée il y a une vingtaine d'années à Malakoff. Et de ce fait, vous pouvez lire ou relire le livre de Léa Mormin-Chauvac, Les Sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire, préface d'Alain Mabancou, aux éditions Autrement. L'émission se termine, donc je vous souhaite un très bel été donc à Théo, Mathias, Georges, et l'émission donc reprendra le vendredi 26 septembre. Bonnes vacances. Martinique, montrez-nous Chimaya. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Pour nous dames qui qu'a levé. Martinique, montrez-nous Chimaya. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Oh, Martinique, chez Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. C'est devant nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. C'est devant nous caler. Vendant vous rouler, nous ca rouler. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Humanité et justice nous les nous debout jadi nous péquer la Martinique, levez debout pour vers Chimaya. c'est pas la pitié nous commander, c'est du grand respect nous les saouler. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait fanon. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. C'est devant nous caler. C'est rouler, nous ca rouler. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez